Pendant le dîner, ma mère m'a glissé un mot, prétend être malade. Par maintenant. J'ai levé les yeux vers elle, cherchant une explication. Elle a simplement hoché la tête. 5 minutes plus tard, quelqu'un s'est effondré à table. Si cette histoire vous intrigue déjà, si votre cœur bat un peu plus vite, alors restez avec moi. Je m'appelle Adeline, et ce que je vais vous raconter a changé ma vie à jamais. Ce n'est pas un film, ce n'est pas une fiction. C'est une histoire de famille, de confiance, et d'une trahison si profonde qu'elle s'est immiscée dans nos vies sous l'apparence de la fête, me laissant encore aujourd'hui avec un frisson dans le dos à chaque fois que je m'assois pour un repas de famille. Avant de plonger dans les détails suffocants de cette soirée, j'aimerais créer un lien avec vous. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez en ce moment. Quelle heure est-il chez vous? Savoir que mon histoire résonne à Lyon, à Montréal, à Bruxelles ou à Dakar, ça me donne la force de continuer. Tout a commencé par un retour aux sources, un de ces week-ends où l'on fuit le bruit de la capitale pour la chaleur du foyer. J'ai 22 ans. Je termine mes études à Paris, dans un monde silencieux et patient, celui de la restauration d'œuvres d'art sur papier. Mon univers est fait de parchemins jaunis, de gravures du XVIIIe siècle, de manuscrits que le temps a presque effacés. Mon travail consiste à me pencher pendant des heures, loupe à l'œil, pour déceler l'invisible, une minuscule déchirure, une moisissure naissante, une tache d'encre qui trahit une retouche maladroite. J'ai appris à faire confiance à mon œil, à repérer l'anomalie, la dissonance que personne d'autre ne voit. C'est un métier de détail, un métier de vérité cachée. Ce week-end-là, le TGV m'avait ramené à Lyon, ma ville. Le dîner se tenait chez ma tante Amélie, dans son appartement chaleureux sur les pentes de la Croix-Rousse. Depuis son balcon, on pouvait voir les lumières de la ville s'étirer comme une nappe d'étoiles. L'air sentait le gâteau qui sortait du four et la cire d'abeille des meubles anciens. J'étais heureuse, d'une joie simple et pure. J'allais revoir mes parents, et surtout, ma cousine Manon. Mes parents étaient déjà là. Mon père, Pascal, un architecte paysagiste à la voix douce, discutait des mérites d'un nouvel érable japonais avec ma tante. Et puis il y avait ma mère, Hélène. Maman est une femme impressionnante. Elle est directrice des ressources humaines pour un grand groupe industriel. Son métier, comme le mien, est de déceler les failles. Mais ses sujets d'étude ne sont pas des feuilles de papier. Ce sont des êtres humains. Elle peut lire un candidat en quelques minutes, déceler un mensonge dans une inflexion de voix, une hésitation, un regard qui fut une seconde de trop. Pour elle, la vie est une série d'entretiens. Je l'admire infiniment, mais je dois avouer que son super pouvoir a parfois rendu mon adolescence compliquée. Chaque petit ami que je lui présentais était soumis à un interrogatoire digne du FBI. Il a croisé les bras quand tu as parlé de ton voyage. C'est un signe de fermeture, me disait-elle. Tu as remarqué comment il n'a pas posé de questions sur ta passion? Il est égocentrique. C'est épuisant d'être constamment analysé. Mon départ pour Paris avait été une bouffée d'oxygène. Ce soir-là, en arrivant, je l'ai trouvée étrangement silencieuse. Alors que tout le monde riait, elle était assise, un verre d'eau à la main, et ses yeux ne se reposaient jamais. Il balayait la pièce, s'attardant sur chaque visage, chaque geste. Son radar de DRH, comme je l'appelais pour la taquiner, était clairement en alerte maximale. Je me suis approchée, un peu inquiète. Tout va bien, maman? Elle a sursauté, comme si je la sortais d'une concentration intense. Son sourire est revenu, mais il était comme une restauration maladroite, il ne masquait pas la tension en dessous. Oui, ma chérie. Je suis juste fatiguée de ma semaine. Elle mentait. Et le pire, c'est qu'elle savait que je le savais. Le dîner a commencé. Les plats délicieux de ma tante, les rires, les anecdotes. C'était une symphonie familiale parfaite. Une soirée comme des centaines d'autres avant elle. Mais c'était une illusion. La surface calme d'un lac avant qu'un monstre ne surgisse des profondeurs. Et ce monstre était sur le point de sonner à la porte. Je ne savais pas encore que notre famille, si solide en apparence, était comme une de mes vieilles gravures, magnifique de loin, mais rongée par une fissure invisible que seule ma mère, avec son œil impitoyable, était en train de déceler. La sonnette a retenti,
coupant court à une histoire drôle de mon père. Ma tante Amélie s'est levée, le visage illuminé. Ah, la voilà. Sylvie. Vous allez voir, vous ne l'avez pas vue depuis des années, elle n'a pas changé. Le nom ne me disait rien de précis. Une vague réminiscence d'une femme très maquillée lors d'un anniversaire, quand j'avais peut-être 10 ans. Une ancienne associée de ma tante, dans une première affaire de pâtisserie qui n'avait pas fonctionné. Sylvie est entrée, et c'était comme si une bourrasque de vent s'engouffrait dans l'appartement. Elle était toute en bruit et en couleurs. Un rire sonore, un chemisier fuchsia, des bracelets en or qui s'entrechoquaient à chaque geste ample. Amélie. Ma belle. Tu es resplendissante. Elle a serré ma tante dans ses bras, une étreinte qui semblait un peu trop forte, un peu trop longue. Puis elle a fait le tour de la table. Pascal. Toujours aussi élégant. Et Hélène. La femme d'affaires. Toujours aussi sérieuse, j'imagine. Elle a ri, mais le compliment sonnait comme une pique. Ma mère a simplement souri, un sourire fin et impénétrable. Quand elle est arrivée à moi, son visage s'est fendu d'un immense sourire. Adeline. La dernière fois que je t'ai vue, tu étais une gamine avec des bagues. Regarde-toi, cette jeune femme. Paris te réussit. Elle m'a serré à son tour. Son parfum, un mélange lourd de musc et de vanille, m'a presque suffoqué. J'ai répondu poliment, mais mon œil de restauratrice a noté les détails. Le rouge à lèvres, d'un rouge trop vif, qui débordait légèrement sur la peau. Le fond de teint, un peu trop épais, qui se logeait dans les ridules autour de ses yeux. C'était un masque de gaieté, appliqué avec un peu trop d'insistance. Comme une dorure sur du bois abîmé. J'ai discrètement cherché le regard de ma mère. Hélène ne souriait plus. Elle observait Sylvie avec une neutralité clinique, comme un entomologiste étudiant un insecte rare et potentiellement venimeux. Le dîner a repris son cours, mais une nouvelle dynamique s'était installée. Sylvie était le centre de l'attention, racontant des histoires rocambolesques sur ses voyages, ses succès. Et puis, Manon est arrivée, revenant de la cuisine avec une carafe d'eau. Manon, ma cousine, ma sœur de cœur. Avec ses 2 ans de plus que moi, elle avait toujours été mon roc. Son rire était la chose la plus authentique que je connaisse. Il n'était pas bruyant comme celui de Sylvie, il était chaud, il enveloppait. À la vue de Manon, l'enthousiasme de Sylvie a redoublé. Manon. La voilà, la véritable artiste. J'ai tellement entendu parler de tes créations. Il paraît que tu es encore meilleure que ta mère. Le compliment, encore une fois, avait un double tranchant. Le point culminant de son arrivée fut le dessert. Elle l'a sorti d'une grande boîte à chapeau. Un gâteau à la crème spectaculaire, orné de volutes de chocolat et de fruits confits. C'est ma dernière création, annonça-t-elle fièrement. Une recette secrète. Je l'ai apportée spécialement pour vous. C'est là que les anomalies, les petites fissures dans la façade, ont commencé à apparaître. La première, ce fut moi qui l'ai vue. Un détail physique, un geste fugace. Au moment de servir le plat principal, ma tante a tendu une assiette à Sylvie, et leurs mains se sont effleurées. J'ai vu les doigts de Sylvie se crisper, ses jointures blanchir pendant une demi-seconde avant de se relâcher. C'était comme observer 2 morceaux de papier mal collés, la tension à la jointure était palpable. Une étincelle de colère pure, si brève que j'ai cru l'avoir imaginée. La deuxième anomalie fut détectée par ma mère. Un détail comportemental. Avec une curiosité feinte, Hélène s'est tournée vers Sylvie. Alors, Sylvie, ces affaires en Asie, ça progresse? Amélie m'a dit que c'était un projet très ambitieux. Sylvie a éclaté de rire. Oh, Hélène, c'est de la folie. Je n'arrête pas. Les contrats pleuvent, je ne sais plus où donner de la tête. Elle parlait avec assurance, mais ma mère ne la regardait pas dans les yeux. Elle regardait ses mains. Plus tard, quand je suis allée chercher le pain dans la cuisine, ma mère m'a suivie. Elle est au bord de la faillite, m'a-t-elle murmuré. Comment tu peux savoir ça? Ses mains. Pendant qu'elle te décrivait ses succès, elle a passé son temps à tordre discrètement la petite étiquette de sa robe. C'est un geste d'auto-apaisement. Elle se rassurait elle-même.
Son histoire est un château de cartes. J'ai senti un frisson glacial me parcourir. Ma mère et moi, chacune avec nos outils, venions de voir la même chose, une imposture. Moi, j'avais vu la haine physique envers ma tante. Elle avait vu le mensonge sur sa situation personnelle. La femme joyeuse et prospère n'était qu'une façade. Mais pourquoi? Pourquoi ce théâtre? Nous ne savions pas encore que ce magnifique gâteau, qui attendait son heure sur le buffet, n'était pas un cadeau. C'était une arme. Et la soirée n'était qu'une mise en scène pour son utilisation. Le moment du dessert est arrivé, annoncé par Sylvie avec un enthousiasme qui frisait la frénésie. Et maintenant, dit-elle en se levant, ses bracelets cliquetant comme des signaux d'alarme, le moment que vous attendez tous. Elle s'est approchée du buffet avec la démarche d'une prêtresse s'approchant d'un autel. Elle a pris un grand couteau à gâteau, et la lumière des lustres a brillé sur la lame. Un instant, l'image m'a glacée. Elle a découpé la première part. Une part énorme, généreuse, dégoulinante de crème et de chocolat. Je m'attendais à ce qu'elle la serve à ma tante Amélie, l'hôtesse, ou peut-être à mon père, l'invité le plus âgé. Mais non. Elle s'est tournée, a traversé la pièce, et a posé l'assiette directement devant Manon. Pour toi, ma chérie, dit-elle d'une voix qui suintait une fausse affection. La jeune prodige de la pâtisserie. C'est un honneur pour moi que tu sois la toute première à goûter mon chef-d'œuvre. Manon a rougi, visiblement mal à l'aise. Oh, Sylvie, c'est trop. Vraiment, une plus petite part aurait suffi. Absolument pas, a insisté Sylvie, son sourire se faisant plus large, plus prédateur. Tu travailles si dur dans cette boutique. Tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Allez, n'attends pas, ça se mange frais. Son insistance était palpable. Ce n'était plus une invitation, c'était une pression. Un ordre. Manon, trop polie pour refuser, a pris sa fourchette. Elle a piqué un petit morceau de gâteau. Et c'est à cet instant précis, cet instant suspendu où la fourchette de Manon s'approchait de ses lèvres, que j'ai senti une pression sur mon genou sous la table. C'était la main de ma mère. Elle s'est penchée vers moi, son visage un masque d'intérêt pour la décoration. Cette tenture murale est magnifique, Amélie. C'est du 18e, a-t-elle demandé à voix haute, son regard pointé vers le mur opposé. Mais sous la nappe, ses doigts se sont crispés sur mon jean et m'ont glissé un morceau de serviette en papier, plié en un carré minuscule et compact. Mon cœur a manqué un battement. Je n'ai rien laissé paraître. J'ai pris la serviette d'un geste qui se voulait naturel et je l'ai posée sur mes genoux. Mon pouls martelait mes tempes. Lentement, en cachant mes mains sous la table, j'ai déplié le papier. L'écriture de ma mère était nerveuse, presque illisible. 5 mots, tracés avec la pointe d'un stylo à billes qui avait presque transpercé le papier. Prétend être malade. Par maintenant. Un vide s'est fait dans mon estomac. Le bruit de la pièce s'est estompé. Les mots dansaient devant mes yeux. Par maintenant. C'était irréel. Et ma première réaction, aussi honteux que cela puisse paraître, fut une vague d'exaspération. Non mais c'est une blague, ai-je pensé. Elle n'aime pas l'invité, et elle décide de saboter la soirée de sa propre sœur? C'est le comble du contrôle. Je me sentais furieuse. À 22 ans, j'en avais assez d'être traitée comme une enfant à qui on donne des ordres secrets. J'ai relevé la tête, prête à lui décocher un regard noir, un regard qui dirait « Arrête ton cinéma ». Mais le visage que j'ai vu a stoppé net ma colère. Il a été remplacé par une peur glaciale, une peur que je n'avais jamais ressentie. Ce n'était pas le visage de la DRH calculatrice. Ce n'était pas celui de la mère surprotectrice. Le masque professionnel, le masque maternel, tout avait volé en éclats. Il ne restait que la femme. Et cette femme était terrifiée. Ses lèvres étaient si pincées qu'elles avaient disparu. Ses yeux, habituellement si vifs, étaient fixes, dilatés par l'horreur. Ils étaient rivés sur moi, et ils ne me suppliaient pas. Ils m'ordonnaient. C'était le regard primal d'un animal protégeant son petit d'un prédateur invisible. Pour la première fois de ma vie, je voyais la peur pure sur le visage de ma mère. Et cette vision m'a terrifiée bien plus que n'importe quelle menace. Je dois vous poser une question.
Imaginez cette scène. Vous recevez ce mot. Votre première réaction est l'agacement. Mais ensuite, vous voyez cette peur pure dans les yeux de la personne en qui vous avez le plus confiance au monde. Que faites-vous? Est-ce que la logique prend le dessus et vous demandez des explications, au risque de créer un esclandre? Ou est-ce que vous faites confiance à cet instinct brut, à cette peur viscérale? Dites-le moi dans les commentaires, je suis curieuse de savoir. Mon exaspération s'est dissoute comme du sucre dans l'eau, remplacée par une montée d'adrénaline. Elle ne jouait pas. Le danger était réel. J'ai regardé Manon. Elle venait de porter la fourchette à sa bouche. Le regard de ma mère s'est fait encore plus intense. Un imperceptible hochement de tête. Fais-le. Je n'avais pas le choix. J'ai porté brusquement la main à mon ventre et j'ai laissé échapper un gémissement. Adeline? Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? La voix inquiète de mon père. Je me suis levée si vite que ma chaise a manqué de tomber. Je crois que, oh non, je ne me sens pas bien du tout. Je n'ai pas eu besoin de jouer la comédie. La pâleur de mon visage était réelle. Excusez-moi, ai-je balbutié. Il faut que je prenne l'air. Et sans un regard en arrière, j'ai traversé la pièce et j'ai fui vers la cuisine, le petit morceau de papier serré dans mon poing comme un talisman. J'ai poussé la porte de la cuisine et je me suis appuyé contre, le souffle court, comme si j'avais couru un marathon. La cuisine de ma tante était sombre et silencieuse, à l'exception du ronronnement discret du réfrigérateur. L'odeur de la menthe fraîche et du café moulu flottait dans l'air, un contraste absurde avec la panique qui m'étreignait. J'ai déplié le papier et j'ai relu les mots. Prétend être malade. Par maintenant. C'était insensé. Qu'est-ce qui pouvait être si terrible pour justifier une telle mise en scène? De l'autre côté de la porte en bois, les sons du dîner me parvenaient, assourdis. Oh, la pauvre petite, disait la voix faussement compatissante de Sylvie. C'est la vie parisienne, ça les épuise. J'espère que ce n'est rien de grave. Elle est un peu pâle depuis quelque temps, ajouta mon père, crédule et inquiet. Allez, Manon, finis ton assiette, ça nous fera oublier ce petit incident, insista Sylvie. J'ai entendu le tintement d'une fourchette. Manon était en train de manger. Elle mangeait. Mon estomac s'est tordu en un nœud de culpabilité. Manon. Ma Manon. La personne qui m'avait appris à faire du vélo, qui avait séché mes larmes après ma première rupture. Je me souviens d'une fois, quand nous avions 8 ou 9 ans, un garçon plus âgé m'avait poussé dans la cour de récréation. Je m'étais écorché le genou. Manon, sans une seconde d'hésitation, s'était jetée sur lui et l'avait mordu. Elle avait été punie, mais elle m'avait dit plus tard, personne ne touche à ma petite sœur. Et aujourd'hui, c'était moi qui l'abandonnais. J'étais caché dans le noir, pendant qu'elle était à table, face à un danger que je ne comprenais même pas. J'étais une lâche. Une traîtresse. La colère a remplacé la peur. Colère contre ma mère pour ses mystères, colère contre moi-même pour mon obéissance passive. J'ai 22 ans, bon sang. Je ne suis plus une enfant. J'ai saisi la poignée de porte en laiton, froide sous ma main moite. J'allais retourner dans cette salle à manger et demander, à voix haute, ce qui se passait. Au diable la discrétion. Mon téléphone a vibré. Une lumière crue dans l'obscurité. Un message de maman. Mon pouce tremblait en ouvrant le SMS. 3 mots seulement. Fais-moi confiance. Ne sors pas. Je suis resté figé, la main sur la poignée. Fais-moi confiance. C'était le cœur du problème. Toute ma vie, j'avais oscillé entre une admiration sans borne pour son intelligence et une frustration face à son besoin de tout contrôler. Elle ne donnait jamais d'explications, seulement des conclusions. Ce garçon n'est pas pour toi. Ne prends pas cette option à la fac. Fais-moi confiance. Et le plus rageant, c'est qu'elle avait presque toujours raison. Je me suis laissé glisser le long de la porte, m'asseyant sur le carrelage froid. Je suis une restauratrice. Je crois aux preuves. Je crois en ce que je peux analyser, mesurer, authentifier. La logique est mon outil de travail. Ma mère, elle, fonctionne à l'instinct. Un instinct affûté par des milliers d'entretiens,
des milliers de visages scrutés. Elle croit en l'invisible, en ce qui se cache derrière les mots. Ce soir, je devais faire un choix. Ma logique, qui me disait que tout cela était une folie paranoïaque, ou son instinct. J'ai regardé mon téléphone. J'ai repensé à son visage. À la peur pure que j'y avais lue. Ce n'était pas de l'analyse, ça. C'était viscéral. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai fait un choix. J'ai choisi de lui faire confiance. J'ai éteint la lumière de la cuisine pour qu'on ne puisse pas voir mon ombre sous la porte. Je suis restée dans le noir total, tendant l'oreille. J'entendais des bribes de conversation. Un goût très prononcé, disait ma tante. C'est l'ingrédient secret, répondait Sylvie. Puis la voix de Manon, un peu plus faible. C'est étrange, j'ai la gorge qui picote. Mon cœur s'est emballé. L'épice secrète, avait dit Sylvie. Je me suis sentie malade. La culpabilité me rongeait. Je serrais mon téléphone si fort que je pensais que l'écran allait se briser. Je me suis fait une promesse silencieuse, un serment dans le noir. Au prochain son étrange, au moindre doute, j'y vais. Tant pis pour la promesse. Je n'ai pas eu à attendre. J'ai d'abord entendu une petite toux, étouffée. Celle de Manon. Puis une seconde. Plus rauque. Violente. Un silence a suivi. Un silence lourd, anormal. Puis le bruit d'une chaise qui racle le sol avec une violence inouïe. Et un bruit sourd. Un bruit lourd et mou, que je n'oublierai jamais. Le son d'un corps humain qui heurte le parquet. Immédiatement suivi par le hurlement de ma tante Amélie. Le hurlement a agi comme un électrochoc. Je n'ai plus réfléchi. J'ai bondi et j'ai ouvert la porte de la cuisine à la volée. La scène qui s'est offerte à moi était un tableau de chaos. Une nature morte de l'horreur. Ma tante Amélie était debout, les mains crispées sur ses joues, sa bouche ouverte dans un cri silencieux, le son initial s'étant étranglé dans sa gorge. Mon père avait renversé son verre de vin rouge, qui s'étalait sur la nappe blanche comme une flaque de sang. Il se levait, le visage déformé par l'incompréhension et la peur. Et par terre, gisait Manon. Elle était recroquevillée sur le côté, près de sa chaise renversée. Ses mains griffaient sa propre gorge, comme si elle essayait d'arracher quelque chose d'invisible qui l'étouffait. Son visage, oh mon Dieu, son visage. Si radieux quelques minutes plus tôt, il était maintenant congestionné, d'une teinte violacée effrayante. Ses yeux étaient grands ouverts, exorbités, suppliants. Des sifflements rauques s'échappaient de ses lèvres. Elle se noyait. Elle se noyait dans l'air. Manon. Le cri de ma tante a finalement jailli, un son déchirant de pure agonie. Elle est tombée à genoux près de sa fille, la secouant. Mon bébé, qu'est-ce que tu as? Réponds-moi. Mon père, reprenant ses esprits, s'est précipité. Elle s'étouffe. Amélie, ne la secoue pas. Est-ce qu'elle a avalé de travers? Mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas un étouffement mécanique. C'était une fermeture. Quelque chose à l'intérieur était en train de se fermer. Et Sylvie? Sylvie était debout, à l'autre bout de la table. Elle jouait la panique à la perfection. Elle avait porté ses mains à sa bouche, ses yeux étaient écarquillés. Oh mon Dieu! C'est une allergie. Une crise d'allergie. C'est terrible. Sa voix était aiguë, stridente. C'était une performance. Et de ma position, dans l'embrasure de la porte, avec le recul de celui qui entre dans une scène déjà commencée, j'ai vu le détail qui a tout changé. Le détail que les autres, pris dans l'action, ne pouvaient pas voir. Je l'ai vu, moi, la restauratrice habituée à déceler la fraude. Sylvie criait son horreur, mais ses yeux n'étaient pas sur le corps de Manon qui se débattait au sol. Ils étaient rivés sur le visage de ma tante Amélie. Elle observait la douleur de ma tante. Elle buvait sa souffrance. Elle se délectait de son désespoir. Elle n'était pas une invitée horrifiée. Elle était une spectatrice satisfaite. Un froid polaire m'a envahi, chassant toute panique. C'était une certitude. C'était intentionnel. Mon corps a réagi avant mon cerveau. J'ai fait un pas en avant, vers Manon.
Je devais l'aider, la secourir, faire quelque chose. Non. Le mot n'a pas été prononcé. Il a été projeté. Mon regard a croisé celui de ma mère. Elle était la seule anomalie dans ce tableau de chaos. Elle était assise. Parfaitement droite sur sa chaise. Au milieu des cris et de l'agitation, elle était un pôle de calme glacial et terrifiant. Son visage était un masque de marbre. Ses yeux ont rencontré les miens, ils étaient brûlants d'intensité. Elle a fait un imperceptible mouvement de tête, un « non » si léger qu'il était presque invisible. L'ordre était absolu. Ne bouge pas. Reste où tu es. Je suis resté figé, le pied en l'air. Une partie de moi hurlait de désobéir, d'aller vers Manon, ma Manon. Mais la force dans le regard de ma mère était hypnotique. Elle me clouait sur place. Le SAMU. Quelqu'un appelle le SAMU, a hurlé mon père. Ma tante, les mains tremblantes, cherchait son téléphone qu'elle avait fait tomber. Ça doit être les noix dans le gâteau, criait Sylvie. Ou les amandes. Je suis tellement désolée, je ne savais pas. Elle continuait son spectacle, mais pour moi, c'était devenu grotesque. Ma mère, elle, ne l'écoutait pas. Elle n'a pas jeté un seul regard à Manon. Son attention était focalisée à 100% sur un seul point. Sur le prédateur. Elle savait que Manon était entre les mains de mon père et de ma tante. Elle savait que l'aide médicale était en route. Le danger immédiat était géré. Mais la source du danger était toujours là, libre, et jouait l'innocence. Et ma mère se préparait. Elle n'allait pas la laisser s'en tirer. Je me tenais là, inutile, me sentant comme un soldat à qui on ordonne de tenir sa position pendant que son camarade tombe à côté de lui. Je ne savais pas que ma mère m'avait délibérément mise à l'écart du champ de bataille. Elle m'avait protégée pour ne pas que je sois une victime. Et maintenant, elle me maintenait à distance pour ne pas que je sois un obstacle à ce qu'elle s'apprêtait à faire. Ma tante Amélie a finalement réussi à composer le 15. Sa voix n'était qu'un sanglot incohérent alors qu'elle tentait de décrire l'horreur à l'opérateur du SAMU. Ma fille, elle respire plus, le gâteau, s'il vous plaît, faites vite, je vous en supplie. Chaque mot était une torture. Mon père, avec des restes de formation au premier secours, avait réussi à mettre Manon en position latérale de sécurité. Son visage était toujours d'une couleur inquiétante, mais les sifflements de sa respiration semblaient un peu moins désespérés. Sylvie, quant à elle, redoublait de zèle dans son rôle de l'amie dévastée. Elle s'est approchée de ma tante, posant une main sur son épaule tremblante. « Oh, ma pauvre Amélie. C'est ma faute. Je suis impardonnable. Si j'avais seulement pensé à demander pour les allergies. » Sa voix était pleine de larmes. C'était une performance digne d'un Oscar. Et c'est à ce moment précis que ma mère a décidé d'entrer en scène. Elle ne s'est pas levée brusquement. Elle a posé sa serviette sur la table. Elle a repoussé sa chaise sans un bruit. Elle s'est levée avec une lenteur délibérée, et a lissé les plis inexistants de sa robe. Son calme était une anomalie si puissante dans la pièce survoltée qu'il a aspiré tout le son. Ma tante s'est tue. Mon père a levé la tête. Le monde semblait s'être mis en pause. Hélène a fait un pas en avant. Puis un autre. Elle s'est interposée entre Sylvie et ma tante, brisant le contact physique. Un geste de protection silencieux. Puis elle a parlé. Et sa voix n'avait aucune des inflexions de la panique ou de la tristesse. C'était la voix de la DRH. La voix du jugement. Froide, posée, et tranchante comme une lame de rasoir. Sylvie, dit-elle simplement. Sylvie, surprise, a retiré sa main. Hélène, c'est un cauchemar. Sylvie, répéta ma mère, sa voix coupant net les lamentations. Votre performance est remarquable. L'angoisse, le choc, le remords. C'est presque parfait. Le mot « performance » a explosé dans le silence. C'était une déclaration de guerre. Mon père a froncé les sourcils. Hélène, ce n'est vraiment pas le moment de... Au contraire, Pascal le coupa t-elle sans même tourner la tête vers lui. C'est précisément le moment. Son regard de prédateur n'a pas quitté Sylvie. C'est presque parfait, disais-je.
Mais il y a une faille dans votre jeu d'actrice. Un détail que vous avez oublié. Le visage de Sylvie s'est figé. La fausse tristesse a été balayée, remplacée par une lueur de méfiance. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Vraiment? La voix de ma mère était devenue glaciale. Vous avez passé la soirée à nous vanter les mérites de ce gâteau. Vous avez insisté, presque lourdement, pour que nous en mangions tous. Vous avez personnellement servi la plus grosse part à Manon, en affirmant que c'était une saveur inoubliable, point. Ma mère a fait un pas de plus, réduisant la distance entre elles. L'air crépitait de tension. Mais il y a une toute petite chose que vous n'avez pas faite, Sylvie. Je retenais ma respiration. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles, un tambour sourd qui couvrait presque le son des sirènes qui se rapprochaient. Vous n'avez pas mangé. Elle a laissé la phrase en suspens. Vous n'avez pas touché à une seule miette de votre propre chef-d'œuvre. L'accusation était si directe, si brutale, qu'elle a semblé aspirer tout l'oxygène de la pièce. Le visage de Sylvie s'est décomposé. C'était fascinant et horrible à voir. En une seconde, toutes les couches de fausse sympathie, de joie forcée, se sont effritées. Il ne restait que le visage nu de la culpabilité. Je n'avais pas faim, balbutia-t-elle, son regard fuyant de gauche à droite, cherchant une issue qui n'existait pas. J'ai goûté des dizaines de fois en le préparant. L'excuse était pathétique. Et tout le monde dans la pièce le savait. Ma mère avait retourné la situation. Il ne s'agissait plus d'un tragique accident médical. Il s'agissait d'une accusation. Et elle venait de mettre la coupable sous le feu des projecteurs. Le visage de Sylvie passa du blanc cireux au rouge brique de la fureur. Être acculée la rendait agressive. Comment oses-tu, siffla-t-elle, sa voix tremblante de rage. Comment oses-tu m'accuser de quoi que ce soit? Regarde Manon. La fille de ta sœur est en train de mourir, et toi, tu joues les détectives? Tu n'as donc aucun cœur? Elle essayait de retourner l'arme de la culpabilité contre ma mère. Une tactique classique de manipulateur. Mais ma mère n'est pas une cible facile. Elle est blindée contre ce genre d'attaque émotionnelle. Elle est le prédateur, pas la proie. Mon cœur est avec ma nièce, Sylvie, répondit Hélène, imperturbable. C'est justement pour ça que je ne vous laisserai pas vous cacher derrière vos larmes de crocodile. Tu es paranoïaque. Complètement folle, cria Sylvie, reculant d'un pas, comme pour se protéger de la froideur de ma mère. Peut-être, concéda ma mère avec un calme terrifiant. Alors, prouvez-moi que je suis folle. C'est simple. Elle se tourna vers la table, ignorant délibérément le chaos ambiant. Elle contourna le corps de Manon, autour duquel les premiers secours commençaient à s'affairer, car les sirènes étaient maintenant juste devant la maison. Son geste était d'une froideur calculée. Elle arriva devant le gâteau, cette pièce montée de l'horreur. Avec une précision chirurgicale, elle prit une assiette propre sur une pile. Elle prit une cuillère à dessert neuve. Lentement, sans un mot, elle découpa une fine tranche du gâteau. Juste une petite bouchée. Elle la déposa au centre de l'assiette. Puis, tenant l'assiette comme un calice empoisonné, elle se retourna et marcha vers Sylvie. Le bruit des bottes des ambulanciers martelant les escaliers était le seul son qui brisait le silence de mort qui s'était abattu sur la pièce. Ma mère s'arrêta à 1 mètre de Sylvie. Elle lui tendit l'assiette. Prouvez-le. La voix de ma mère était à peine un murmure, mais elle portait plus que tous les cris précédents. Manger. Le mot. L'ordre. Le défi. Il flottait entre les deux femmes. Un duel silencieux au milieu de la tragédie. Sylvie regardait l'assiette avec une révulsion pure, comme si ma mère lui tendait un scorpion. Son corps tout entier était parcouru de tremblements. Non, dit-elle, la voix étranglée. Je n'ai rien à te prouver. Je ne mangerai pas. Bien sûr que non, dit ma mère avec un petit sourire qui ne toucha pas ses yeux. Votre refus est la seule preuve dont nous ayons besoin. C'était un piège parfait. Une démonstration de logique implacable. Il n'y avait aucune issue. L'instinct de ma mère venait de se transformer en preuve irréfutable. Sylvie. La voix de ma tante Amélie était brisée.
Les ambulanciers étaient maintenant dans la pièce, se précipitant vers Manon, mais ma tante ne les voyait pas. Elle ne voyait que son amie. « Sylvie, dis-moi que ce n'est pas vrai. »« Je n'ai rien fait, Amélie, je te le jure, » hurla Sylvie, sa voix montant dans les aigus. « C'est un accident, un terrible accident. » « Alors mangez, » répéta ma mère, sa voix comme un métronome. « Une seule bouchée. Pour prouver à votre amie que vous êtes innocente. Pour la rassurer. » Les larmes de Sylvie coulaient maintenant librement, mais elles n'avaient rien de triste. C'étaient des larmes de rage impuissante. Dans un geste de pure frustration, elle leva la main et frappa violemment l'assiette que lui tendait ma mère. La porcelaine vola en éclats sur le parquet dans un bruit assourdissant. Le morceau de gâteau glissa sur le sol. « Non, » hurla-t-elle, complètement hors d'elle. « Je ne mangerai pas de ton poison. » L'erreur. Le lapsus. Le mot de trop. Elle s'est figée, réalisant ce qu'elle venait de dire. Ma mère n'a pas scié. Elle a simplement baissé les yeux vers le gâteau écrasé. « Intéressant, » dit-elle d'une voix neutre. « Je n'ai jamais utilisé le mot « poison ». C'est vous qui venez de le faire. » Le piège venait de se refermer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Qu'est-ce que j'ai fait? Sylvie a éclaté d'un rire terrible, un son cassé qui n'avait rien de joyeux. C'était le rire du désespoir, le rire de quelqu'un qui sait que tout est fini. Ne me demandez pas ce que j'ai fait. Demandez-lui. Demandez à votre sainte sœur, la grande pâtissière Amélie, ce qu'elle m'a fait il y a 10 ans. Elle a pointé un doigt accusateur et tremblant vers ma tante. Amélie, qui se tenait près des ambulanciers s'affairant autour de Manon, a reculé comme si elle avait été frappée. Sylvie, je ne comprends pas de quoi tu parles. Tu ne comprends pas? Le visage de Sylvie s'est tordu en un masque de haine pure, une haine qui avait macéré pendant une décennie. Faisons un petit voyage dans le passé, Amélie. Tu te souviens de notre minuscule boutique rue des Capucins? De nos nuits blanches à tester des recettes? De nos économies mises en commun? Ma tante était blême. C'était une autre vie, Sylvie. Oui, une autre vie. Ma vie, hurla Sylvie, sa voix résonnant contre les murs. Et tu te souviens de notre gâteau royal? La recette qui allait nous rendre célèbres? Celle sur laquelle on a travaillé pendant 1 an, toi et moi? Notre recette. Les ambulanciers injectaient de l'adrénaline dans la cuisse de Manon. Un des policiers, qui était entré avec eux, s'est approché de Sylvie. « Madame, s'il vous plaît, baissez la voix. » Mais Sylvie ne l'entendait pas. Elle était enfermée dans son passé. C'était notre ticket pour la gloire, Amélie. Et qu'est-ce que tu as fait? Dis-le. Dis-le à tout le monde. Ma tante sanglotait. Pendant que j'étais au chevet de ma mère, qui se mourait d'un cancer, qu'est-ce que tu as fait dans mon dos? A continué Sylvie, chaque mot chargé de venin. Tu es allé à l'INPI. Tu as déposé la marque Le Gâteau Royal d'Amélie. Tu as déposé la recette sous ton seul nom. Tu me l'as volée, purement et simplement. L'horreur de l'accusation a suspendu le temps. C'était donc ça. Pas seulement une affaire de jalousie. Une affaire de vol, de trahison au pire moment de la vie de quelqu'un. Non, s'est défendue ma tante, faiblement. Ce n'était pas comme ça, la recette de base était mon idée, je n'ai fait que la protéger. Tu mens, a coupé Sylvie. Tu savais que c'était notre seule chance. Tu m'as vu m'effondrer, et tu en as profité. Tu as pris notre rêve, et tu as bâti ton petit empire dessus, ton salon de thé de petite bourgeoise, pendant que moi, je devais vendre l'appartement de ma mère pour payer ses funérailles. La douleur dans sa voix était si palpable, si brute, que pendant une seconde, j'ai presque ressenti de la pitié pour elle. Le policier a posé une main sur son bras. Madame, je comprends votre détresse, mais... Ma détresse? Elle s'est tournée vers lui, les yeux fous. Vous ne comprenez rien. Elle m'a tout pris. Ce soir,
Je voulais juste qu'elle ait un avant-goût. Un avant-goût de ce que c'est de tout perdre. Je voulais qu'elle souffre, qu'elle soit malade, qu'elle ait peur. Le policier a froncé les sourcils. Qu'y avait-il dans ce gâteau, madame? Rien de grave, dit-elle, la voix soudainement lasse. Juste assez de poudre d'arachide pour la rendre très malade. Pour ruiner sa soirée. Pour qu'elle sente la panique. Elle a finalement tourné son regard vers le brancard où Manon, le visage couvert d'un masque à oxygène, était en train d'être sanglée. Je ne savais pas, murmura-t-elle, et pour la première fois, une lueur de véritable horreur apparut dans ses yeux. Je ne savais pas que Manon y était allergique à ce point. Je pensais que c'était Amélie qui allait manger la première part. Je ne voulais pas la tuer. Elle s'est effondrée en sanglots. Mais il était trop tard. L'aveu était complet, public, irrévocable. Devant sa victime, sa rivale, et les forces de l'ordre. L'aveu de Sylvie a eu l'effet d'une déflagration. Le policier le plus âgé a échangé un regard lourd de sens avec son partenaire. La procédure s'est enclenchée, froide et impersonnelle, contrastant brutalement avec l'explosion d'émotions qui venait d'avoir lieu. Sylvie Dubois, a déclaré l'officier d'une voix qui ne laissait place à aucune discussion, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide par administration de substances nuisibles. Le terme juridique, tentative d'homicide, était si violent, si définitif. Il a fait taire les sanglots de Sylvie. Elle a relevé la tête, le visage ravagé, l'air complètement perdu. Non, attendez, ce n'est pas ça, c'est un malentendu. Amélie, dis-leur. Dis-leur que je ne suis pas un monstre. Mais ma tante Amélie ne l'écoutait plus. Elle était penchée sur le brancard, tenant la main de Manon, murmurant son nom encore et encore, comme une prière. Mon père l'entourait de ses bras, le visage fermé, le regard dur comme de la pierre. Sylvie a compris qu'il n'y avait plus d'alliés pour elle dans cette pièce. La haine qui l'avait animée pendant 10 ans s'est éteinte, la laissant vide, une enveloppe flasque. Sans un mot de plus, elle a tendu les poignets derrière son dos. Le cliquetis métallique des menottes a été le son final de sa vengeance ratée. Pendant qu'on l'emmenait, les ambulanciers ont fini de préparer Manon. Sa tension remonte, mais elle est encore très faible, a expliqué un secouriste à mon père. Le choc a été extrêmement violent. On l'emmène en réanimation à l'hôpital Édouard Herriot. Il faut qu'elle soit surveillée de très près pendant les prochaines 48 heures. Ils l'ont fait sortir, un balai efficace et silencieux. Ma tante et mon père les ont suivis, disparaissant dans la cage d'escalier. Et puis, le silence. Un silence assourdissant, peuplé de fantômes. Il ne restait que ma mère et moi, au milieu du champ de bataille. La nappe tachée de vin, les éclats de porcelaine, l'odeur de la crème et du poison mêlé. Le contre-coup m'a frappé de plein fouet. Mes jambes se sont dérobées. Je me suis rattrapée à une chaise. L'adrénaline qui m'avait maintenue debout s'est retirée, me laissant avec une nausée et des tremblements incontrôlables. Je me suis tournée vers ma mère. Elle n'avait pas bougé. Elle regardait la porte par laquelle Sylvie avait disparu, le visage impénétrable. Puis, elle a lentement tourné la tête vers moi, et j'ai vu la fatigue immense qui pesait sur ses traits. La tension des dernières heures l'avait vieilli de 10 ans. Maman, ma voix était à peine un souffle. L'expression de son visage s'est adoucie. La DRH, la stratège, la combattante, a disparu. Ce n'était plus que ma mère. Et ses yeux étaient remplis d'une tristesse infinie. Elle m'a ouvert les bras. Je m'y suis réfugiée, enfouissant mon visage dans son épaule. J'ai respiré son parfum familier, un mélange de thé vert et de volonté de faire. Et je me suis mise à pleurer. Des larmes de peur, de soulagement, de colère, tout s'est mélangé. C'est fini, ma chérie, m'a-t-elle murmuré en me caressant les cheveux. C'est fini. Tu es en sécurité. Après un long moment, j'ai reculé, essuyant mes yeux. Comment, ai-je demandé, la question qui me brûlait les lèvres. Comment tu pouvais être si sûre? Au point de me faire sortir? Elle a soupiré, passant une malasse sur son visage. Je n'étais pas sûre à 100%. Mais il y avait trop d'anomalies. Trop de drapeaux rouges, comme on dit dans mon métier. La fausse joie, l'insistance,
Le mensonge sur sa situation. Et puis, la cible. Elle a focalisé toute son attention sur Manon, en utilisant des compliments excessifs. C'est une technique de manipulation classique pour isoler une cible. Elle a marqué une pause. Mais le vrai signal, celui qui m'a fait écrire ce mot, c'est quand elle a dit « goûte, ça se mange frais ». Une pâtissière comme elle sait très bien qu'un gâteau à la crème se repose au frais. C'était une erreur technique, un détail qui trahissait sa nervosité. Elle voulait que l'effet soit immédiat. J'étais stupéfaite. Puis la honte est revenue. Maman, j'ai failli ne pas t'obéir. J'ai cru que tu exagérais encore. Elle a eu un petit sourire triste. Je sais. Je sais que je peux être pesante. Elle a pris mon visage entre ses mains. Mais ce soir, tu as dépassé ta frustration. Tu m'as fait confiance. Et c'est la seule chose qui a empêché qu'il y ait 2 brancards qui sortent de cet appartement. C'est tout ce qui compte. Les heures qui ont suivi ont été un long tunnel flou, une succession de couloirs d'hôpital, de salles d'attente aseptisées et de tasses de café au goût de carton. Manon était en réanimation, plongée dans un sommeil artificiel pour permettre à son corps de récupérer. Les médecins étaient optimistes mais prudents. Le choc anaphylactique a été d'une rare violence, nous a expliqué un médecin au visage grave. Chaque minute comptait. L'appel a été passé juste à temps. Juste à temps. Ces mots résonnaient dans ma tête. Ma tante Amélie était anéantie. Assise sur une chaise en plastique inconfortable, elle se balançait doucement, le regard perdu dans le vague. La culpabilité la rongeait. Je l'ai laissée revenir dans ma vie, répétait-elle en boucle. J'ai vu qu'elle était amère, mais j'ai mis ça sur le compte des difficultés de la vie. J'ai voulu être gentille. Ma mère, assise à côté d'elle, a pris sa main. Sa voix était douce, pour la première fois de la soirée. La gentillesse n'est jamais une erreur, Amélie. L'erreur, c'est de l'exploiter. Le mal était en elle, pas dans ton cœur. Ne la laisse pas te voler ça aussi. Ces mots, simples et justes, semblaient être le seul baume capable d'apaiser un peu la douleur de ma tante. Le lendemain, j'étais assise au chevet de Manon quand elle a commencé à émerger. Ses paupières ont papillonné. Elle a tourné la tête vers moi, ses yeux remplis de confusion. Adeline, sa voix n'était qu'un murmure rauque, abîmé par l'intubation. J'ai fait un cauchemar, le gâteau. Je lui ai serré la main. Chut. Ce n'est plus un cauchemar. C'est fini. Tu es en sécurité maintenant. Je suis là. L'histoire de la vengeance de Sylvie est devenue un drame local sordide. Une histoire de jalousie professionnelle, d'une dette émotionnelle jamais remboursée, qui a fermenté pendant 10 ans pour devenir une haine meurtrière. Elle attend son procès en détention provisoire, accusée de tentative d'homicide avec préméditation. Cette nuit a gravé en moi une leçon indélébile. Elle m'a appris que le danger ne vient pas toujours de l'extérieur, d'un inconnu dans une rue sombre. Parfois, il est assis à votre table. Il partage votre pain, rit à vos blagues, et vous sourit droit dans les yeux. Le mal est un maître du déguisement. Il porte le masque de l'amitié, de la nostalgie, de la pitié. Cette nuit m'a appris à écouter. À écouter au-delà des mots. J'ai compris qu'il y a 2 niveaux de vérité. La mienne, la vérité de la restauratrice, qui se trouve dans la matière, dans les preuves physiques, dans l'analyse logique. Et puis il y a la vérité de ma mère, celle de la DRH, qui se trouve dans l'immatériel. Dans l'intuition, dans le décryptage du langage non verbal, dans la lecture des failles de l'âme humaine. Ce soir-là, ma vérité ne m'aurait servi à rien. J'aurais mangé ce gâteau. J'aurais été la victime polie d'une manipulatrice. C'est sa vérité, son instinct, qui nous a sauvés. Ma relation avec ma mère s'est transformée. La frustration a laissé place à un respect immense. Quand je l'ai au téléphone et qu'elle me dit « Fais attention à ce collègue, il y a quelque chose que je n'aime pas dans sa façon de parler », je ne lève plus les yeux au ciel. J'écoute. Attentivement. Cette histoire, je vous la partage aujourd'hui, non pas pour vous faire peur, mais pour vous rappeler d'être vigilant. De faire confiance à cette petite voix au fond de vous, cet instinct de survie que nous possédons tous. Si mon témoignage vous a touché,
vous a fait réfléchir, merci de laisser un j'aime sur cette vidéo et de vous abonner pour soutenir mon travail et découvrir d'autres histoires qui, je l'espère, pourront t'aider. Et maintenant, c'est à vous. La question la plus importante. Avez-vous déjà vécu une situation où votre intuition vous a crié de fuir? Un pressentiment inexplicable à propos d'une personne ou d'un lieu qui s'est avéré juste? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Je suis convaincue que le partage de nos expériences est notre meilleure arme. Je lis absolument tout. Soyez prudents. Observez les détails. Écoutez votre instinct. Et si vous avez la chance d'avoir une mère qui voit ce que les autres ne voient pas, alors, faites-lui confiance. Merci infiniment de m'avoir écouté.